Mon père me disait, c'est la politique du bouchon lié. C'est-à-dire, plus tu l'enfonces, plus il remonte à la surface. Il me disait aussi cette phrase, quand tu te noies, quand tu t'enfonces dans une piscine, tu tapes ton pied au fond de la piscine pour remonter. J'ai toujours été positif. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Lahière, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Visez la lune. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'être avec un artiste. Alors, on le connaît très très bien, c'est un des 3 membres du mythique groupe Les Inconnus, mais pas que. Il a fait des films, des téléfilms, des séries, des spectacles sur scène, évidemment, plein de choses. Et plus je me suis renseignée sur son parcours avant de l'accueillir ici, plus j'ai été étonnée des 1001 choses qu'il a faites. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Légitimus. Bienvenue Pascal. Merci, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ah, la voix. Pascal, on a beaucoup de chance parce que tu es toujours dans tous les sens à courir. Là, tu es en période d'écriture, donc on a pu profiter de cette période d'accalmie passagère, quoique ça demande beaucoup d'énergie aussi d'écrire. Alors, si tu le veux bien, on va partir ensemble sur le chemin que tu as parcouru et qui a commencé le jour de ta naissance, c'est-à-dire le 13 mars 1959. Tu es né à Paris. Dans le 17e. Dans le 17e. Avenue de Villiers, exactement. Ta maman, elle est d'origine arménienne, elle s'appelle Madeleine. Et ton papa, Théo, il est d'origine antillaise. Tout à fait. Alors, son vrai prénom, c'est Jean. En fait, on l'a appelé Théo et exactement Toto, parce que c'était le surnom qu'il avait dans son premier film lorsqu'il avait 4 ans. Donc, ma grand-mère, Darling Légitimus, l'a surnommé Théo. Et donc, effectivement, tu l'évoques, dans ta famille, il y a beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, un peu de politiciens, mais effectivement, majoritairement des artistes, des gens qui créent. Alors, pour en revenir à tes parents, ils se rencontrent et tu dis que tes parents, ils ont été très courageux. Oui, je l'évoquais dans un spectacle il y a quelques années. Un noir et une blanche, ensemble, dans ces années-là, c'était compliqué. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je leur rende hommage parce qu'ils ont traversé une période assez difficile, parce que ma mère était montrée du doigt, parce qu'elle était avec un homme différent. Mais c'est l'amour qui les a réunis. Donc, effectivement, c'était assez complexe, mais ils ont survécu, ils ont surmonté toutes les épreuves et ça a donné 4 enfants. On parle de tout ça, c'est quand même assez fondateur. Toi, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur toi, consciemment, inconsciemment, avec le recul ? Je pense que oui, parce que je pense que j'ai inconsciemment vengé mon père. J'ai donc prouvé qu'on était capable d'être métis, différent, avec un métier, et qu'on pouvait bien gagner sa vie dans ce métier-là. Et tu l'as bien prouvé. Pour en revenir à toi, toute petite enfance, donc tu es le premier d'une fratrie de 4 frères et sœurs ? Voilà, je suis l'aîné de 4 enfants, j'ai un frère et 2 sœurs. Alors, il se passe quelque chose quand tu as 2 ans ? Oui, quelque chose qui est capital, en dehors de tout ce qui s'est passé, ce dont je viens de vous parler. Mes parents, enfin en tout cas le docteur Péan, médecin de famille de l'époque, me décèle une carence au niveau des os. Je fais ce qu'on appelle une décalcification des os, voilà. Donc j'avais les os un peu mous, donc il me fallait du soleil, voilà, vitamine D, vitamine E. Donc il a eu la bonne idée de me transférer dans un sanatorium dans le sud de la France, à l'hôpital San Salvador, qui est un hôpital pour enfants, et donc forcé de partir à l'âge de 2 ans pour me guérir. Je suis resté donc 17 mois dans cet hôpital et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu mes parents pendant 17 mois. Donc, entre 2 et 4 ans, grosse carence affective. Et donc, je n'ai pas pu marcher, je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas attaché mes lacets comme on doit le faire à des âges normaux. Donc, j'ai tout fait en décalage. Donc, je suis rentré à l'âge de 4 ans à peu près et mon frère était né. Donc, il avait pris ma place. Psychanalytiquement, c'était un peu compliqué. Mais tout ça, je l'ai compris plus tard. Là, je vous l'explique. Là, c'est bien vécu, bien analysé, bien digéré. Mais je pense que ça a eu un impact sur moi parce que j'étais un enfant mutique, légitime mutique. Voilà, je disais rien, je parlais pas. J'étais en retrait, j'étais réservé. Tu t'es mis un peu à l'extérieur du monde pendant ces 2 ans ? Oui, mais non. C'est-à-dire que je ne m'exprimais pas, mais j'observais beaucoup. J'essayais de comprendre les gens, les non-dits, les non-vus. J'ai même
pu apprendre à lire sur les lèvres. Ensuite, mon oreille s'est développée. Mais tu vois, pour vous dire que quand je suis rentré, j'arrivais pas à m'exprimer. Je comprenais les choses, mais on me disait 2 et 2, ça fait combien 2 et 2 Je mettais un temps fou, quoi. Et mon père a eu la bonne idée. Je pense une idée de génie, c'est de me faire du théâtre. Mais ça, c'est plus tard. À l'âge de 9 ans. Ouais. Mais entre 4 ans et 9 ans, j'ai un vague souvenir de rien, quoi. D'accord, donc tu reviens, les choses se remettent en place petit à petit. Mais j'étais doué, bizarrement, en sport, musique, tout ce qui était expressif. Ah. Il me semble même avoir eu, alors c'était en CM2, d'avoir récupéré le prix de dessin, le prix de gymnastique, le prix de camaraderie aussi. J'avais raflé tous les prix. Et je ne sais pas par quel truchement j'ai pu récupérer tout ça. Mais il se trouve que voilà, je suis donc parti du système primaire et je suis arrivé au lycée avec un bagage plutôt artistique déjà. Mais tout ce qui était géographie, mathématiques, voilà, j'étais pas structuré pour analyser, mais structuré pour ressentir. Oui, c'est marrant parce que tu dis je suis revenu donc enfant mutique et puis après tu nous dis que finalement tu arrives à avoir un prix de camaraderie, donc tu es en communication avec les autres. C'est grâce à l'humour ça ? Ouais, je pense. Enfin, je me souviens pas d'avoir eu de l'humour étant très très jeune, mais en tout cas d'observer mes camarades et de les imiter. D'entrer dans le groupe grâce à cette, on va dire, oui, de t'introduire imitation. voilà, c'est ça, de t'introduire dans un groupe. Je jouais aussi un peu de guitare. Oui, enfin tout ce qui est expressif m'a permis de me faire accepter par les autres. Comment les enfants intègrent un jeune garçon noir ? Est-ce que, bah voilà, on est des enfants, on se pose pas de questions, ou bien il y a justement une barrière ? Alors, la problématique, c'est que j'étais pas tout à fait noir ni tout à fait blanc. Comme je dis souvent, j'avais la couleur et j'ai toujours la couleur entre deux chaises. C'était compliqué parce qu'on me prenait pour ce que je n'étais pas. C'est-à-dire ? On me disait, bah toi, t'es arabe, toi. T'es algérien, t'es marocain, t'es tunisien. Je dis, bah pas du tout. Tu viens du Brésil, non, tu viens de l'Inde. Je dis, ah non, bah je suis d'origine arménienne et antillaise. Et là, des petits. Un blanc. Bah oui, parce que mes parents m'avaient expliqué. Ouais. Mon père m'avait armé parce qu'il savait d'avance que ça allait être un problème. Mais mon père m'avait dit une phrase toute ça. Il m'a dit, laisse tomber les agressions comme ça, les brimades, travaille. Donc effectivement, j'ai travaillé, d'où le fait d'avoir récupéré tous ces prix. Je pense que j'étais un élève correct, mais en tout cas sérieux, toujours sérieux. Bien. Donc, 9 ans, ton père t'inscrit au théâtre. Alors, il ne m'inscrit pas dans un cours, il me fait passer une audition, parce qu'à l'époque, Marthe Mercadier cherchait des jeunes enfants, un blond aux yeux bleus, un enfant noir et une asiatique, parce qu'elle voulait réunir sur scène une partie de la population mondiale. Et cette pièce de théâtre, qui était à l'époque une comédie musicale qui s'intitulait La planète inconnue, qui était l'histoire d'Adam et Ève en l'an 3000, c'est 2 robots qu'on emmène sur une planète pour l'habiter. Et donc, ils étaient entourés de petits cosmonautes, dont je faisais partie. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait aussi Éric Métayer, qui avait 12 ans. Moi, j'en avais 10. Tu as fait d'autres choses aussi en tant que petit garçon. J'ai enchaîné comme... c'est un peu comme ça. Hein. Quand on vous voit quelque part, c'est un peu comme vu à la télé. J'étais engagé dans un autre spectacle qui s'appelait Les Vrooms, avec comme vedette principale Roger Lanzac. C'est le présentateur, Monsieur Loyal de la Piste aux Étoiles. Au pays des Vrooms, ça s'appelait. Voilà. Alors toi, donc là, tu as 10, 11 ans. Voilà. Tu te dis, je veux être comédien. Comment tu vis ça ? Je me dis pas que je veux être comédien, je me dis, je suis bien sur scène. Sachant que dans la vie, j'étais mutique, introverti. Dès que j'étais sur scène, j'étais dans l'expression. Je jouais un personnage qui n'était pas moi, donc ça m'allait plutôt bien. Donc je m'étais dit, essayons de prolonger le plaisir. Alors si en plus on est payé, voilà. Et justement, c'est quoi le déclic qui t'a dit, tiens, là, je veux vraiment devenir comédien, là, c'est sûr. En fait, c'était pas comédien, c'était artiste. Parce que je voulais m'exprimer, alors j'avais envie de danser. Alors, ce qui était sympa, c'est que quand j'étais à la maison, mon père, donc guitariste, nous initiait avec mon frère Dominique. Donc, on avait chacun une guitare, on faisait ce qu'on appelle des bœufs. Donc, on faisait de la musique à la maison. Le samedi et le jeudi, j'allais au théâtre. Et j'allais souvent voir ma grand-mère Darling, ou mon père, ou mon oncle Gésip, qui était donc producteur. J'allais les voir sur les plateaux, travailler. Donc, je suis un enfant de la balle. Voilà. Oui. Donc, l'envie, mais pas de me dire « je veux ». Cette envie-là, je l'ai prolongée au lycée, parce que j'ai débarqué en 6e, et je vois un type qui s'appelle Daniel Chic, qui est donc un journaliste émérite aujourd'hui. Il avait 12 ans, qui vient vers moi, qui me dit « Ouais, je t'ai vu dans La planète inconnue ».
tu veux pas qu'on la refasse au lycée? J'ai fait, waouh, c'est du boulot, il faut des costumes, il y a des chansons à apprendre. Je dis, par contre, je veux bien qu'on monte un petit labiche ou une petite pièce de Feydeau ou un programme court. Donc, on a écrit des spectacles, on a créé le club théâtre du lycée Claude Bernard. Et pendant de la 6e à la terminale, quasiment tous les ans, on montait 1 ou 2 spectacles avec Daniel Chic et Éric Sivagnan, un de mes premiers amis. Donc, voilà. Et vous avez même initié vos camarades à l'art de l'improvisation? Oui, parce qu'en terminale, on a été voir Monseigneur Lustiger, qui s'occupait de la paroisse Saint-Jean de Chantal à la porte de Saint-Cloud, pour lui demander une salle. Et il nous a dit oui. Et pendant 3 ans, on a fait ce qu'on a voulu là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis connecté avec des comédiens du conservatoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, quand même, on peut dire, tu as aussi commencé à apprendre ton futur métier en faisant tout ça. Et puis, vous avez été à l'origine de vos activités, c'est-à-dire que vous avez pris les choses en main. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait envie, quoi. On était motivés et on se posait pas de questions. Donc, on écrivait des sketchs, on écrivait des chansons. On avançait et on était content de se retrouver, de se coaguler comme ça. Tu dis quelque chose de très important, finalement, c'est que vous n'étiez pas sur l'enjeu, ce qui peut tétaniser des gens et faire en sorte qu'ils ne font pas ce qu'ils rêveraient de faire. Vous étiez sur l'envie, le plaisir, le partage. Exactement. On n'avait pas ce qu'on appelle les épées de Damoclès, de se dire ouais, comment on va réussir, comment on va bouffer, ouais, faut passer des castings. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouais, j'ai pas le physique, puis il faut aller au conservatoire, faut aller. Non, on agissait, c'est-à-dire qu'on n'était pas dépendant, on était assez libre. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. On a comme ça créé des liens avec plein d'acteurs, des artistes, des scénographes. Donc on avait quoi, 20 ans. Et donc du coup, je me suis dit, la logique, c'est de passer les concours. Après le bac, tout ça, avec mon pote Éric Sivagnan et Seymour Bruxelles, on essaye de passer des concours. Alors concours de voix de conservatoire, donc boulet. On t'envoie bouler, quoi. Et donc je repasse le concours une deuxième fois. Donc il y a un premier tour. Je suis pris au premier tour et je passe le deuxième tour. Et en sortant du deuxième tour, il y a Jacques Serres, un des acteurs du français, qui sort, qui me dit « Ah, je ne m'inquiète pas, vous allez jouer. » Donc le français, la comédie française. Voilà. Par contre, il savait que je n'avais pas été pris. Et donc, Jacques Rosner, le directeur du conservatoire, me convoque dans la foulée. « Bravo, votre scène, c'était très très bien, mais on ne vous prend pas. Et c'est pas la peine de repasser le concours l'année prochaine parce que ça va être compliqué pour vous. » Et à cette phrase, je ne réagis pas tout de suite. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, ça va être compliqué pour vous. Vous avez une nature, on sent qu'il y a quelque chose, vous avez une énergie, mais je ne vous conseille pas de repasser le... Et je tilte pas tout de suite. Et en rentrant chez moi, j'ai fait, ah bah oui, bien sûr. Il m'a fait comprendre que ma couleur de peau allait être un frein pour réussir dans ce métier. C'est ça. Notamment dans le cadre classique. Parce qu'il n'y avait aucun acteur métis ou black au français ou au conservatoire. Parce qu'ils imaginaient qu'il n'y avait pas de rôle possible. Et ça m'avait trituré le cerveau. J'ai dit, donc je suis né à Paris, je suis français, j'ai pas d'accent, je parle, et je peux pas jouer, je peux pas assumer mon métier. Donc waouh. Donc je passe le concours du cours Florent, pareil, premier tour. Et puis premier tour, je rentre chez moi. Bon, ok. Et là, au téléphone sonne, Monsieur Gitimus, que vous êtes chez vous, mais alors on vous attend là. Je dis pourquoi? Pour passer le deuxième tour. Ah bon, oui, vous êtes pris au deuxième tour, donc d'accord, écoutez, j'arrive, donc je suis reparti au cours Florent, je repasse le deuxième tour, et je pense qu'à une voix, je l'ai pas eu. Et c'est Francis Huster qui me prend en part, qui me dit, oui, alors voilà, j'ai adoré ta prestation, formidable, mais bon, à une voix, tu l'as pas eu, mais je m'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc il m'a un peu rassuré. Ensuite, je passe le concours de Jean-Laurent Cochet, pareil, il me dit, je connais bien votre famille, la famille Légitimus, voilà, formidable, ça, mais... Pareil, et toujours ce frein. Voilà, toutes les écoles te disent, on s'inquiète pas pour toi, mais on te prend pas, quoi. Voilà, donc j'ai compris que c'était mort. Par contre, tous mes copains sont rentrés au conservatoire. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec mon copain Seymour Bruxelles? On a monté un spectacle de café-théâtre. Et pour être différent de ce qui se faisait à l'époque, c'est des spectacles très bavards, on a fait un spectacle visuel. Et ça a cartonné assez rapidement. Alors, on va continuer. Avant ça, 2 choses. La première, pour terminer là-dessus... Donc, tu comprends que parce que tu es quelqu'un de couleur, même si tu as plus de talent, on va te donner moins de chance, c'est ça? Exactement. Comment tu vis ça? C'est-à-dire qu'à couleur différente, mais talent égal, t'es inférieur. Comment tu vis ça? Je le vis très mal, parce que je me dis, mais pourquoi? Comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être? Donc, tu vis mal, tu as la rage, tu te dis... Non, ça me donne de la force. Je me dis, ok, ça me donne de... Non, je suis pas rentré chez moi dépité
Au contraire, ça me donne la niaque. Je dis, ok, non, mais je vais y arriver. Donc, c'est l'humour qui m'a permis, c'est le cheval de Troie qui m'a permis de m'introduire, voilà, avec un espèce de préservatif mental dans ce milieu-là. On se protège et on avance coûte que coûte, aussi pour prouver, pour venger ton père, tu l'as dit aussi. Bien sûr, oui. Autre question, on rembobine un petit peu. Donc là, tu as la vingtaine, mais il se passe quelque chose avec ta maman quand tu as 15 ans. Ma mère, elle décède d'un cancer de l'utérus. Oui, c'est une grosse perte, quoi. Et donc, je l'ai vue partir tout doucement et elle m'a dit cette phrase avant de partir. Elle m'a dit bon, tu es l'aîné, hein. Je compte sur toi. Et ça, c'est une phrase qui pèse. Ouais. Parce que, évidemment, j'ai toujours eu cette énergie notamment, je suis l'aîné, certes, mais en même temps de soulever, d'aider mon père, d'aider la famille, d'apporter de la joie, de l'argent aussi, parce que j'ai travaillé très très tôt pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille. Et donc, pour la construction d'un être, de 2 ans à 4 ans, tu n'as ni ton papa ni ta maman. À 15 ans, tu perds ta maman. Tu es un peu différent quand même, donc il faut se faire accepter. C'est lourd quand même pour une simple personne. Oui, c'est lourd, mais ça m'a construit. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'aurais été si je n'étais pas passé par là. Alors, ce qui m'a sauvé un petit peu, c'est que je n'ai pas fait de psychanalyse, mais je suis beaucoup dans le questionnement, l'analyse, l'auto-analyse. Et le fait d'observer les autres, de me comprendre à travers l'observation des autres, les problèmes ou les problématiques des autres, ça m'a beaucoup aidé. De dire, finalement, en quoi tu es malheureux? Est-ce que tu crèves de faim? Est-ce que tu n'as pas de toit? Voilà. Je me posais des questions assez basiques, fondamentales. Mais j'avais l'essentiel, quoi. J'étais vivant, j'aimais ce que je faisais. J'avais un père aimant qui a toujours été là, philosophe, positif, travailleur. Des frères et sœurs, tout va bien. Donc ce qui me manquait, c'était quoi? C'est la femme qui me donne ce dont on a tous besoin, c'est de l'amour. Donc, j'ai trouvé des compagnes comme ça, soit qui étaient trop ma mère, des fois, c'était un peu trop ou pas assez, ou des femmes enfants, donc c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai essayé de me guérir en côtoyant des femmes de tête surtout, qui pouvaient compenser, non pas que j'étais vide d'esprit, mais j'avais besoin de structure, voilà, d'être structuré. Elles t'ont aidé à ça, ces femmes-là. Ouais. Donc, tu es quelqu'un qui sait relativiser et qui va de l'avant, tu ne te laisses pas arrêter. Moi, je suis un fonceur. Oui, c'est-à-dire que oui, voilà. Mon père me disait, c'est la politique du bouchon lié. C'est-à-dire que plus tu l'enfonces, plus il remonte à la surface. Il me disait aussi cette phrase, quand tu te noies, quand tu t'enfonces dans une piscine, tu tapes ton pied au fond de la piscine pour remonter. J'ai toujours été positif. Moi, quand il y a un problème, je ne sais pas, ouais, c'est compliqué, comment on va faire? Je dis, alors, c'est quoi la solution? Comment on fait pour s'en sortir? Et non pas, ouais, il y a le feu, oui. Non, arrêtons de se plaindre. Où est la sortie?